Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va nous donner l'occasion de revenir à une époque que j'affectionne particulièrement, à savoir le XVIIIe siècle. Alors ça vous semblera peut-être pas très cohérent par rapport aux vidéos précédentes qui étaient montées jusqu'à notre époque, mais là c'est pour vous donner des informations complémentaires sur cette époque qui a été ponctuée de nombreux personnages intéressants et célèbres. Vous en connaissez la grande majorité, mais certains peut-être échappent à votre sagacité ou à votre connaissance. Et là, j'aimerais vous dire quelques mots d'un écrivain français qui s'appelait Jacques Cazotte. Jacques Cazotte, 1719-1792, occupe une place unique dans l'histoire littéraire française, à la croisée des Lumières et du fantastique. Écrivain visionnaire, il est connu tant pour son roman précurseur Le Diable amoureux, dont je vous parlerai, que pour sa célèbre prophétie sur la Révolution française, rapportée par le poète La Harpe. Sa vie, marquée par le mysticisme et les relations avec la haute société du XVIIIe siècle, s'est terminée tragiquement sous la Terreur. Né à Dijon, dans une famille de la bourgeoisie, Jacques Cazotte reçoit une éducation classique chez les jésuites. Sa carrière débute dans l'administration de la marine, où il occupe le poste de commissaire aux Antilles. Cette expérience coloniale influencera certains de ses écrits, notamment par l'introduction d'éléments exotiques et mystérieux. Le tournant mystique de Cazotte survient dans les années 1760, lorsqu'il découvre les théories de Louis-Claude de Saint-Martin et s'intéresse à l'illuminisme. Cette orientation spirituelle influence profondément sa production littéraire et ses relations sociales. Alors concernant Louis-Claude de Saint-Martin, dont vous pouvez apercevoir, je bouge peut-être un peu ici, le portrait qui est ici, parce que c'est une grande figure que j'apprécie particulièrement. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans une précédente vidéo sur Stanislas de Guaita et un petit peu également sur celle de Pappus. C'est un courant philosophique assez intéressant. Alors justement, pour vous en parler, il y a une légende concernant Jacques Cazotte, concernant son intérêt pour ce personnage et surtout toute la philosophie qui en découle. Selon cette légende, Cazotte aurait reçu la visite d'un mystérieux homme vêtu de noir dont je vais vous dire quelques mots. Les plus cultivés d'entre vous ne manqueront pas d'ailleurs ici de faire un parallèle avec le même homme en noir qui se serait rendu chez Mozart pour lui commander le fameux Requiem, scènes qui ont été reprises dans le film Amadeus de Milos Forman. Mais revenons à Jacques Cazotte. Pour votre complète information, sachez que c'est l'écrivain initié, Gérard de Nerval, qui parle de cet épisode dans la vie de l'auteur. Je n'ai donc rien inventé ici. Ce mystérieux homme en noir aborda Cazotte en effectuant des signes de main étranges, comme en emploient les initiés pour se faire reconnaître entre eux. Cazotte ne put répondre aux signes de l'homme en noir, et celui-ci comprit alors que l'auteur n'appartenait pas à sa confrérie. L'inconnu fit grief à Jacques Cazotte d'avoir révélé dans son roman Le Diable amoureux, dont je vous parlerai, des secrets que seuls les initiés connaissent et doivent conserver. Ces secrets tournent autour de la théurgie. Tiens, cela ne vous rappelle pas le conte de Gabalis, autre vidéo dont je vous ai parlé à la même époque? Il y a un ouvrage assez particulier qui mit en son temps le feu aux poudres. Fermons la parenthèse. Voulant brider la plume de Cazotte, l'homme en noir lui aurait alors proposé de rejoindre le cercle des élus Cohen, une organisation maçonnique de haut grade travaillant sur la pensée de Louis-Claude de Saint-Martin. J'ai déjà eu l'occasion de vous en dire quelques mots, et si vous souhaitez creuser la question, je vous invite à écouter à nouveau ces vidéos en complément. Deux femmes importantes soutinrent profondément Jacques Cazotte. Premièrement, la marquise d'Urfé de la Rochefoucauld, ensuite la marquise de la Croix. La marquise d'Urfé, personnalité fascinante du XVIIIe siècle, partageait avec Cazotte un profond intérêt pour l'ésotérisme et l'alchimie.
Leur relation intellectuelle et spirituelle s'est développée autour de discussions sur les sciences occultes et la quête de connaissances mystiques. La marquise, connue pour son salon où se côtoyaient intellectuels et mystiques, offrait à Cazotte un espace propice à l'exploration de ses théories spirituelles et de ses recherches. Dans leurs échanges épistolaires, on trouve d'ailleurs de nombreuses références aux pratiques ésotériques et aux expériences mystiques qu'ils partageaient. La marquise d'Urfé jouait le rôle de mécène et de confidente, soutenant les travaux littéraires et spirituels de Cazotte, et c'est elle, du reste, qui l'a aidé à faire connaître son fameux roman « Le diable amoureux » dont je vous parlerai un petit peu plus loin. La seconde mécène, si on peut dire, c'est la marquise de la Croix. La marquise de la Croix, également très versée dans le mysticisme, partageait avec Cazotte des visions et des expériences mystiques, proches de la transcendance. Leur correspondance, que vous pouvez trouver d'ailleurs, révèle une profonde connexion spirituelle et intellectuelle, alimentée par leur intérêt commun pour les phénomènes surnaturels et une certaine théophanie notamment. Alors, je vais vous dire quelques mots maintenant de son roman Le Diable amoureux qui paraît en 1772, car il est considéré comme l'un des premiers romans fantastiques de la littérature française, avant évidemment le Horla de Maupassant, si vous connaissez, qui est aussi une seconde œuvre qui marque un petit peu le début du fantastique dans la littérature française. Cette œuvre était novatrice et elle mêle habilement réalisme et surnaturel, annonçant les grands textes fantastiques qui plus tard apparurent au XIXe siècle. Je vais vous en livrer ici un très bref résumé. Le roman suit les aventures d'Alvar, un jeune officier espagnol qui, par bravade, invoque le diable dans les ruines de Portici. Le démon apparaît d'abord sous la forme effrayante d'une bête de chameau, puis se transforme en un séduisant page nommé Biondetto, qui se révèle être une belle jeune femme, en fait, qui s'appelle Biondetta. Il n'y a aucun parallèle avec la poudrette, ou bref, peu importe. L'intrigue se développe autour de la relation complexe entre Alvar et Biondetta. Cette dernière incarne une incarnation démoniaque, tente de le séduire, tout en lui manifestant un amour apparemment sincère. Le protagoniste se trouve tiraillé entre son attirance pour Biondetta et sa méfiance envers sa véritable nature, qu'il a bien comprise. Le récit explore les thèmes de la tentation, du désir et de l'illusion, créant une tension constante entre rationnel et surnaturel. Cazotte utilise avec Mastria l'ambiguïté narrative, laissant le lecteur dans l'incertitude quant à la réalité des événements décrits, un peu comme le conte de Gabalis. Assez étrange tout ça. Le dénouement du roman voit Alvar résister à la tentation finale grâce au conseil de sa mère et de sa foi. Biondetta révèle sa véritable nature démoniaque avant de disparaître, laissant Alvar transformé par cette expérience. Le Diable amoureux se distingue par sa modernité narrative et sa complexité psychologique. Ce roman peut être lu, bien sûr, à plusieurs niveaux. Comme un conte moral sur la tentation, une exploration psychologique du désir, mais surtout, selon moi, comme une puissante et habile allégorie de l'initiation spirituelle. C'est pourquoi je ne saurais trop vous inviter, vous le trouvez du reste en livre de poche, à peu de frais, cette histoire, parce que, bien comprise et bien lue, elle vous révélera des pistes qui peuvent être intéressantes. Alors, Jacques Cazotte, au-delà de ce roman célébrissime, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit ici, a également fait une prophétie très connue, la prophétie dite de Cazotte. De quoi s'agit-il ? Cette célèbre prophétie de Cazotte sur la Révolution française a été rapportée par Jean-François de la Harpe, je vous l'ai dit dans ses mémoires, et elles auraient été prononcées par l'auteur, Jacques Cazotte, lors d'un dîner mondain en 1788. Cet événement est d'ailleurs devenu l'un des épisodes les plus fascinants et controversés de la vie de Jacques Cazotte. Lors de ce fameux dîner, Cazotte aurait prédit avec une précision troublante le sort tragique des nombreux convives pendant l'arrivée prochaine de la Révolution française. À l'époque du dîner,
Nous étions à 2 années de la Révolution française, ça commençait à gronder, les idées commençaient à essaimer, à prendre une certaine effervescence. Et lors de ce dîner, eh bien, il a lancé une prophétie. Chaque convive, à tour de rôle, se fit prédire avec force de détail le sort funeste qui leur serait réservé. Emprisonnement pour les uns, exécution pour les autres, suicide encore pour d'autres. Il a également décrit le supplice du couple royal. Cazotte lui-même révéla qu'il serait lui aussi guillotiné. Pour vous dire l'importance quand même de cette prophétie, même Marie-Antoinette fut informée de cette prophétie de Jacques Cazotte. Mais elle refusa d'y croire. Grand mal pris, je pense. Voici les principaux éléments de sa prophétie. Il annonça que plusieurs des personnes présentes, dont Condorcet, Chamfort et Bailly, périront pendant la Révolution. Il prédit aussi la fermeture des églises et la persécution du clergé. Il décrit l'utilisation de la guillotine et le règne de la terreur. Vous connaissez l'histoire. Tout ce qui fut annoncé par Jacques Cazotte se révéla vrai à la lettre. Je vais vous dire quelques mots maintenant sur le mysticisme de Cazotte. Il se caractérise par une synthèse originale entre christianisme et ésotérisme. Ça n'a rien de surprenant, c'était un peu la mode de cette époque-là. Il y a aussi une approche très personnelle de l'illuminisme, de la rédemption, d'une technique spirituelle qui consiste en fait à remonter dans le plérôme, dans le sein premier, par des actions de purification. Et puis il a une vision prophétique également de l'histoire. Cazotte a marqué son époque par ses relations avec les cercles intellectuels et mystiques. Son influence sur la pensée ésotérique est véritable, même si elle a été oubliée ou un petit peu trop facilement occultée par d'autres auteurs ou une certaine volonté, vous savez, quand il y a des auteurs un petit peu dérangeants ou qui mettent le doigt sur certaines choses, il est très facile de les faire passer dans les oubliettes de l'histoire par une trappe plus ou moins magique d'ailleurs. Pendant la Révolution, Cazotte maintint ses convictions royalistes et religieuses. Son engagement politique et ses écrits contre-révolutionnaires, en opposition directe avec la nouvelle idéologie naissante, évidemment, eh bien, fut ce qui le fit arrêter, comme vous pouvez l'imaginer. Il fut arrêté en août 1792 et jugé par le tribunal révolutionnaire. Son procès illustre les tensions de l'époque entre les différentes visions de la société française. Cazotte était, je vous l'ai dit, notoirement et indéfectiblement royaliste et il respectait l'Église. Même si, effectivement, dans ses écrits, il a été critiqué, bien sûr, à l'époque, eh bien, il s'en affranchissait. Ses dernières paroles ont été « Pour mon roi et la France ». Et dans les écrits de Cazotte, qui s'opposait bien sûr à l'idéologie révolutionnaire, pourquoi il s'y opposait? Parce qu'il partait d'un principe très simple, c'est qu'il fallait qu'il y reste toujours un équilibre entre la terre et le ciel. À tort ou à raison, je ne suis pas là pour juger, il considérait que le roi était la représentation terrestre d'un pouvoir intemporel. C'était une époque où les choses étaient perçues, en tout cas vues comme ça, et il avait eu plusieurs visions, notamment assez funestes, concernant notre époque actuelle. Alors, il n'y avait pas de date précise, bien sûr, mais il avait anticipé une certaine dérive, une certaine relâche, on va dire, des mœurs, et puis une inversion de plus en plus marquée des valeurs, des tendances, où le tyran ou le bourreau était sacralisé, tandis que le juste était persécuté. Donc c'était un auteur vraiment intéressant. Alors il a écrit d'autres petits opus, Le Diable
amoureux. Alors j'ai pas tout lu parce que c'est pas non plus, je dirais, mon sujet d'étude principal, mais le diable amoureux, malgré le côté un petit peu fabliau, si on peut dire, une petite fable, bien comprise. Si vous lisez Le diable amoureux et que vous le mettez en lien avec le conte de Gabalis, de Montfaucon-de-Villars, dont je vous ai déjà parlé, eh bien c'est un petit peu la même chose. Ce que souhaitait Cazotte et le courant, on va dire, illuministe, eh bien c'était d'illuminer, de recevoir l'illumination, c'est-à-dire d'amplifier le germe divin semé par les mains de l'Éternel à l'intérieur de nous toutes et tous, le faire grandir et restaurer ce que Louis-Claude de Saint-Martin appelait l'Adam primordial, pour commencer à entrer dans un état de perception, de conscience, qui, bien sûr, transcende la réalité. Mais Jacques Cazotte avait eu l'intuition aussi que le XVIIIe siècle était une époque charnière, hein, qu'il allait y avoir soit le commencement d'une décadence, et je pense que l'histoire a validé le fait, hein, je pense qu'il faut lui laisser quand même cette paternité-là, mais il voulait absolument transmettre tout un tas de choses pour les générations futures. Mais comme vous le savez, lors de la Révolution française, la raison, le culte de la raison a entraîné tellement d'exactions, de problèmes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous pouvez les imaginer, qui ont été parfois d'une violence rare, y compris auprès de religieuses, de religieux, dans des édifices sacrés, etc. Donc, si vous voulez, sous couvert de la royauté, qui lui a été reproché bien sûr par les révolutionnaires, il avait aussi un socle de valeurs, voulant qu'il y ait toujours en quelque sorte un lien physique, une sorte d'intercesseur entre le haut et le bas. Et force est de constater que quand on s'amuse, certaines personnes en tout cas, bien à faire brûler des édifices, je n'ai pas besoin de revenir sur cet épisode de Notre-Dame, parce que ça n'est malheureusement pas la seule à avoir été en flammes. Il y a une idéologie derrière. Et Stanislas de Guaita, Papus, toutes ces personnes qui ont, si vous voulez, travaillé sur des plans subtils à combattre une idéologie extrêmement néfaste, eh bien, ça a été lancé avant tout aussi par Jacques Cazotte. Donc si vraiment vous avez l'occasion de plonger dans ce petit roman, eh bien vous allez apprendre tout un tas de choses. Et puis ce qui est très intéressant, ça montre bien aussi la posture entre l'amour et le désir, entre la foi et la raison. Et ça montre bien, quand il y a, si vous voulez, une prise de conscience, une élévation, un éveil spirituel, les différentes strates, les différentes marches qui viennent parfois s'opposer et ralentir l'avancée ou au contraire la stimuler. Preuve supplémentaire, s'il en était besoin, que dans les écrits, dans la littérature, particulièrement française, alors c'est pas la seule, il est bien vrai, mais en France, c'est pourquoi c'était le pays des Lumières, je dis bien c'était, je suis obligé de par l'actualité, eh bien, de mettre cela au passé, mais ça n'est pas pour cela qu'il faut oublier. Je pense que dans la période que nous traversons, et c'est pourquoi je fais ces petites vidéos, alors ce n'est pas pour ma gloire personnelle, parce que je ne suis rien et je ne fais que passer, c'est simplement vous transmettre ce souvenir, cet héritage séculaire qui est toujours là. Nous trouvons toujours les livres, il suffit simplement de s'y intéresser. Et il y a des trésors qui sont là, qui dorment, des pages peut-être un peu empoussiérées, et il y a véritablement des trésors. Alors, petite parenthèse, je suis en train là de préparer un autre ouvrage, parce que j'y ai découvert des pépites, et je me dois de vous transmettre ça, sur Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors, c'est un roman extraordinaire, je n'ai pas besoin de vous en parler, vous le connaissez toutes et tous très certainement par cœur, vu le nombre d'adaptations qu'il y a eu. Et il y a une autre lecture du roman, et Victor Hugo le savait très bien. Et c'est cette autre lecture, cette autre vision des choses que je suis en train de jeter sur le papier, essayer de réfléchir,
pour que ce sera ma contribution à la restauration de Notre-Dame, pour que, alors c'est un roman, certes, mais vous savez, au-delà du roman, il y a des mots, il y a des mots, il y a des idées. Au-delà des idées, il y a parfois des vérités et autre chose encore. Donc, je pense que ce roman a été lu de façon scolaire, parfois, mais pas de façon symbolique. Et c'est un roman, tenez-vous bien, alchimique. Alors, ça n'est pas le seul, bien évidemment. Alors, pardon, je m'éloigne du sujet de Jacques Cazotte, tout ça pour vous dire, parce que tout est lié. Et donc, je vais essayer, à travers mes modestes vidéos, bien, de vous passer tout un tas de pistes, en tout cas, de petites informations. Charge à vous, si vous le souhaitez, bien d'aller explorer. Renseignez-vous également sur Jacques Cazotte. Alors, faites attention parfois, parce que Wikipédia, vous savez... les informations qui sont dedans, c'est un petit peu, non pas censuré, mais volontairement encadré pour bon, mettre en avant une certaine idéologie, mais renseignez-vous de votre côté sur d'autres sources ou directement des bonnes vieilles encyclopédies en papier, parce que c'est souvent quand même beaucoup plus juste et beaucoup plus vrai. Voilà les amis, pardon, j'ai été très bavard. Je vous ferai juste remarquer pour terminer, je clôturerai là-dessus, que j'ai remarqué par hasard, très certainement, que les initiales de Jacques Cazotte, donc JC, qui nous renvoie bien sûr à Jésus-Christ, peuvent nous renvoyer aussi à d'autres auteurs, comme par exemple Jean Cocteau. Et j'ai souvent remarqué quand il y avait ce J et ce C, eh bien, les auteurs en question, on pouvait les comprendre ou les entendre d'une autre façon. Alors ce ne sont pas les seuls, bien sûr. Gaston Leroux, c'est alchimique. Maurice Leblanc et son fameux Arsène Lupin, c'est aussi alchimique. Il y en a d'autres. Les fables de La Fontaine aussi, bien comprises, bien entendues aussi. Donc tout ça pour vous dire, je vous mets ça un petit peu en vrac pêle-mêle, au-delà de Jacques Cazotte, pour moi Jacques Cazotte ça a été l'un des premiers à assumer le roman comme étant un vecteur, on pourrait presque dire un vaisseau pour transmettre des informations. Et donc voilà, je me devais très modestement de lui rendre un hommage. Voilà, et dans les temps troubles que nous traversons, voilà, je voulais lui rendre un hommage. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre soutien. Voilà les amis, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons voyages. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine où nous parlerons d'un personnage un peu sulfureux aussi, mais que l'histoire a un peu trop vite condamné et j'essaierai modestement de le réhabiliter. Voilà les amis, je vous embrasse, à la semaine prochaine.